Je veux me lever. Je veux crier. La bouche ouverte, les yeux fermés, les poings serrés. Aucun son. Rien. Le silence. Tout mon corps tremble, prêt à tomber, prêt à mourir. Toujours aucun son. Puis, tout laisser aux portes des trains. Partir. Cacher, tout garder pour soi. Ne pas parler, ne jamais parler. Regarder la route qui passe, puis grandir et voir cette petite fille disparaître. Me lever, crier « Hé, reviens, je voudrais bien te serrer dans mes bras. Je voudrais bien t'aimer, moi. » Dichotomie entre ces images qui reflètent des instants de bonheur et ce ressenti teinté de malheur. Je ne connais pas les histoires de ma famille. Ce que je sais, c'est qu'on mettait tout sous le tapis, comme on dit. Qu'il ne fallait surtout pas parler, garder le sourire, ne pas perdre la face, porter un masque. Pourquoi tant de silence ? Je saigne de tous ces mots que je tais. Je veux vivre, je veux aimer, mais je sais toujours pas comment on fait. La seule chose que je sais, c'est que je ris trop fort. C'est déjà ça. Et puis, quelque chose s'est déclenché. J'ai écouté, questionné des amis, des femmes de tous bords. Elles m'ont confié leur histoire intime, parfois douloureuse, en toute sincérité. C'est elles qui m'ont inspiré. Donner l'élan, le courage de briser le silence. Étant sensible, voire hypersensible, je voulais plaire en fait. Je voulais plaire certaines personnes en tout cas. Je voulais jamais décevoir. Les amis, les hommes ? Tout, mère, père, enfant, homme, femme. Voilà. Puis moi je me suis dit, mais ça y est quoi, c'est là, je m'en fous de décevoir, je m'en fiche du regard des autres et j'ai craqué quoi, c'est voilà vraiment. J'ai voulu me suicider, quitter mes enfants, enfin. J'avais deux possibilités en fait, ou vivre ou mourir en fait, voilà, à un moment. Qu'est-ce qui t'a décidé de vivre ? Je pense qu'à un moment j'ai réussi à dire à tous les miens que vraiment là j'étais au bout. Ce que je faisais jamais quoi. Et après, j'ai eu des gens compétents qui ont cru en moi. Qui ont réussi à me dire mais non, vous vous rendez pas compte voilà, quoi, de la chance que vous avez d'être qui vous êtes. Vos expériences, c'est pas négatif, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, je commence à être fière de moi en fait. Tu vois, il y a des choses qui me remplissent. Comme quoi, par exemple ? De voir ma fille qui est contente de moi, qui est fière de moi, tu vois, qui me dit maintenant je t'aime, t'es la meilleure, tu vois. Et il y a eu un changement, il y a 1 an et demi de ça, quand elle me disait maman t'es la meilleure, je répondais pas et puis je restais un peu les dents serrées. Et là je dis bah oui je sais. J'ai besoin de demander à ma mère. Ses souvenirs, à elle. Allô ? Coucou maman, Oui, ma chérie. ça va? Oui, toi ? Ouais, ça va bien. Dis-moi,
Je fais un essai d'interview par téléphone, en fait. Je vais voir si ça enregistre bien. Ouah. Oh, je suis pas en forme. Bon, alors. C'était tes souvenirs de moi, de la danse. Comment j'ai commencé à vouloir faire de la danse, tu t'en souviens? C'est-à-dire que moi, j'ai plus de mémoire du passé. C'est là où je te dis que ça va être difficile. Hein. C'est là où je sais que je ne vais pas t'aider, hein, parce que je n'ai aucun souvenir dans tous les domaines. Hein. Je ne peux pas te donner de détails. Depuis le début, je te dis, je ne vois pas comment je peux t'aider. Oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis souvent que le silence est une arme de destruction massive. Je crois que si on n'arrive pas à avancer dans la vie, c'est que souvent notre passé s'est installé sur des quiproquos, des non-dits, des silences pesants, et surtout c'est les fantômes de son propre passé. En fait, c'est les fantômes de son histoire qu'il va falloir faire ressortir et faire monter. Et je crois que tant qu'on n'est pas libéré de son passé, tant qu'on n'a pas fait la paix avec son passé, tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas accepter et on ne peut pas avancer. Ça fait quelques années que j'arrive vraiment à en parler. Il y a 10 ans, c'était impossible. Alors qu'on parle de cette histoire d'il y a... Plus de 25 ans. Ouais. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas bon. Parce qu'il voulait m'enfermer. Quand t'aimes quelqu'un, t'as pas envie de l'enfermer. T'as pas envie d'en faire ta chose. Mais sauf que le moment où tu vois que il commence à y avoir de la violence, il commence à y avoir des réflexions, il commence à y avoir des choses désagréables, que tu commences à avoir peur. Toi, comment tu t'en es sorti? J'ai pris ma décision de me sauver. Et puis j'ai été entourée. Ce qui n'est pas toujours le cas. Après, c'était pas simple. Après, il a fallu se relever. Après, il a fallu se soigner. Ça a pris du temps. Comment ça se passe quand tu rencontres quelqu'un d'autre? Oui. Que tu as vécu une histoire comme ça? Que tu dis est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça... Bah tu flippes ta race. Tu flippes, qu'est-ce que tu flippes? C'est normal. Hein. Tu as été blessé, maltraité. Tu flippes. Enfin, tu vois, tu as peur de tout. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie et tu te dis bon, est-ce que je vais être à la hauteur? Parce que c'est toi en fait qui te dis est-ce que moi je vais être à la hauteur? C'est pas évident de se relever de quelque chose de dramatique. Et si t'es en vie, si tu t'en es sorti, ça veut dire que ça vaut le coup quand même. Les souvenirs enterrés pour ne pas mourir à l'époque remontent à la surface. J'ai 12 ans et je me crois femme. J'ai 12 ans et il me voit femme. C'est moi qui provoque ça. Je l'ai cherché, je l'ai eu. Je suis sale et ma place est bien dans une écurie, allongée sur de la fange, sous le corps de cet homme. J'ai 12 ans, il en a 35. Le jour où j'ai vu le visage de ma fille à 12 ans, j'ai pleuré. Ce qu'il y a, c'est que ce genre d'histoire, c'est tristement banal. C'est dramatiquement banal. C'est que quand tu vas un peu, tu discutes avec des femmes, avec des filles, d'un seul coup tu te rends compte qu'un tel a vécu ça 1 heure, l'autre 1 semaine, l'autre 6 mois, l'autre 15 ans, l'autre 25 ans. Bon, en plus avec tout l'élan que ça a généré là, ces dernières années,
on met un peu plus le doigt dessus, mais ça a malheureusement toujours existé. Après, c'est comment t'arrives toi à t'en sortir, quoi. C'est quoi la vie pour toi? Dans quel domaine? Dans tout, la vie, comment tu prends la vie? Qu'est-ce que Pour répondre aux questions. qu'est-ce que la vie? Je me les réponds intérieurement, je sais très bien répondre à mes questions, mais je ne sais pas m'extérioriser. Et alors, c'est quoi la vie pour moi? Intrinsèquement comme ça, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Les mots ne sortent toujours pas. Mon corps, lui, se lève. Je m'en vais, loin, un autre pays. Je me coupe les cheveux, on m'appelle monsieur. Je peux enfin faire ce que je veux. J'ai 25 ans. Je rentre 2 ans après, je travaille, je vais bien. Enfin, pas si bien. Je ne parle toujours pas. La colère m'envahit. C'est quoi la vie? C'est une arnaque. En fait, on se fait arnaquer tout ce temps qu'on est, quoi. On croit un truc, en fait, c'est un autre truc. Toi, ouais, c'est une belle arnaque. Une belle arnaque, ouais. C'est quoi la vie pour toi? Le voyage, un voyage. C'est juste être et voir comment ça se passe. J'ai le droit de faire en sorte que ça se passe bien. Je dois pas juste subir ma vie, attendre et dire bon, c'est la vie, de toute façon, on verra bien. Je pense qu'on doit être acteur et faire en sorte que les choses nous plaisent. C'est quoi la vie pour toi? L'amour. C'est le présent. C'est ce que je dis souvent, le passé est passé. Comme son nom l'indique, c'est marqué dans le mot en fait. Mais la vie, c'est le présent. Personnellement, je ne veux pas qu'il y ait d'imprévu. Tu veux pas qu'il y ait d'imprévu? Mais la vie est imprévue. Elle est faite d'imprévu. La vie est imprévue, mais le présent, tu décides de ce que tu fais. C'est le futur qui est imprévu. Le présent n'est pas imprévu. Oh. C'est vraiment un moment d'expérimentation. On vient expérimenter sur Terre. On évolue, on apprend, on va chercher des ressources en soi. On va aller plus loin. En fait, c'est un peu de devenir la meilleure version de soi-même, je crois. C'est quoi la vie? C'est sacré. C'est un cadeau merveilleux. C'est aussi douloureux. C'est... Mon frère meurt. Il a 38 ans. J'en ai 40. Un monde s'écroule en même temps que la vie m'appelle comme jamais. C'était le seul que je comprenais sans avoir besoin de parler. Le seul homme en qui j'avais confiance aussi. Lui, mon frère. Bon, d'abord, c'est une douleur absolument indescriptible, parce qu'on ne peut pas imaginer de perdre un frère ou une sœur. Pendant 6 ans, je rêvais qu'elle mourrait. Et j'apprenais sa mort pendant ce rêve. Et donc, je ressentais la douleur du moment de sa mort. Je me réveillais en larmes. Et c'est comme si je l'apprenais à nouveau à chaque fois. Et ça a duré longtemps. La mort de l'être cher, elle est toujours là. Toujours là. Tu regardes le ciel, tu le vois. Tu regardes la terre, tu le vois. Tu rencontres quelqu'un, tu parles avec lui. Ça arrive sur le tapis forcément à un moment donné.
Forcément, puisque c'est dans ton ADN maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que Léo m'accompagne. En fait, elle m'aide à évoluer sur Terre. Et à chaque fois que je passe genre une étape, c'est un peu Super Mario, elle passe une étape aussi. Et en fait, elle me guide. Parce que c'est comme si on était main dans la main d'une autre façon maintenant. Même loin des yeux, je te porte dans le cœur. Même loin des yeux, je te porte dans le cœur. Je commence à comprendre que l'on peut se réapproprier son histoire grâce aux histoires des autres. Il y a toujours quelque chose qui résonne et qui fait réémerger, met en lumière des bouts de sa propre histoire. En fait, je crois que c'est remettre l'amour au centre à chaque fois. C'est-à-dire de la même façon que le silence, si on n'arrive pas à mettre des mots sur l'absence, ça fracture, quoi. C'est impossible d'être en paix avec soi et d'être en paix avec son entourage et même d'avancer dans la vie si on n'a pas fait le deuil d'eux. Je deviens mère, j'ai 33 ans. Pourquoi je veux continuer à me flinguer alors? Je voudrais apprendre à écouter mon instinct, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Mal quand je suis ado, peur d'être une pute. Mal quand je suis jeune adulte, peur de ne rien comprendre. Mal quand je deviens mère, peur d'en être une mauvaise. Déconstruire. Reconstruire. Comme ma mère, j'arrête de travailler. Je m'étais juré que jamais ça m'arriverait. Déconstruire de nouveau. Et reconstruire. Encore. Mais c'est quoi être une femme? Vous savez, c'est à la forêt que nous avons parlé, nous les femmes, les premières. Que nous avons adressé une parole libre. Une parole inventée. Tout ce que je vous disais de Michelet, là, que les femmes ont commencé à parler aux animaux et aux plantes, c'est une parole à elles qu'elles n'avaient pas apprise, celle-là. C'est parce que c'était une parole libre qu'elle a été punie. C'est que du fait de cette parole, la femme se désistait de ses devoirs vis-à-vis de l'homme. C'est la voie de la liberté. Mais il est normal qu'elle fasse peur. Et on les a appelées les sorcières. Et on les a brûlées. On a brûlé les femmes jusqu'au XVIIe siècle. Mais bien sûr, c'est la peur aussi, parce qu'en fait, c'était juste des connaissances. Je crois que si tu... Tout ce qu'on connaît aussi intuitivement, la guérison, les plantes... En fait, la connaissance, mais parce que la connaissance, aussi par l'Église, enfin, en tout cas, je connais que par l'Église catholique, était condamnée. Hein. La connaissance et la nature, c'était deux choses qui étaient condamnées. Et les sorcières, c'était un petit peu les deux aussi. Les chasses aux sorcières qui ont été nécessaires, ça a permis de décrémer énormément toutes les femmes qui se revendiquaient indépendantes, les femmes qui étaient médecins, qu'on traitait de sorcières parce qu'elles étaient avorteuses et tout. C'est genre, à partir de là, ça a permis de bien cimenter la place des femmes. Genre, ok, donc la première qui moufte, la première qui a une idée de faire des découvertes scientifiques, on va voir si elle flotte. Après s'être échappé à coups de griffes et de canines affûtées, l'animal épuisé arriva à l'orée d'un bois. Là, il rencontra une sorcière qui lui demanda: Dis-moi, merveilleux petit chat, veux-tu que j'exauce un vœu de ton choix? Le félin, vaillamment acquiesça sa patte, sans crainte il lui donna la sorcière. Claqua des doigts une formule, étrange commença une poignée d'arbre folle, elle brûla aussitôt. La magie opéra, abracadabra, et le chat en sorcière à son tour se changea. Elle s'y chatte dans ses bois. J'ai très peur d'être enfermée, et en même temps, c'est moi que j'enferme dans ce mur de silence. Tel l'emmuré du Moyen-Âge. Les sorcières ne sont jamais bien loin.
Je suis fille de joie, folle, libertine, orpheline, crétine, juive, protestante, impie, ivrogne, sorcière, mélancolique, adultérine, homosexuelle, voleuse, magicienne, idiote, dépravée, intrigante, fille gâtée, bohémienne, vieille, jeune, enfant, la confusion des genres. T'es hystérique, ma pauvre fille. Non, je suis en colère. Quand je vois des documentaires ou des reportages ou des témoignages de femmes qui parlent de leurs conditions, je me rends compte que c'est juste une autre vision de cette soumission, encore une fois, à la femme et le patriarcat qui est encore très dominant. Et je trouve ça dommage parce que, je disais, le propre de l'être, c'est d'être complémentaire, pas sexuellement, c'est d'être complémentaire humainement. Dans ma société, oui, je connais le modèle traditionnel de la soumission féminine au masculin. Elle est claire. La soumission est visible. Donc c'est plus facile de la juger et d'estimer que ces femmes-là sont soumises. Il y a une autre soumission qui est invisible, qui n'est pas visible. Et cette soumission, pour moi, elle est encore une fois plus dangereuse parce qu'on te donne l'impression d'être libre, mais au final, ton chemin est complètement tracé. Et si tu ne marches pas dans ce sens-là, on te dit que tu n'es pas libre, on te dit que tu es arriéré, on te dit plein de choses. Donc je pense que le combat de la femme, il est dans le fait qu'elle puisse se libérer de sa propre prison à elle. C'est vrai, et puis peut-être aussi les 1000 ans derrière d'histoire, parce qu'il y a eu un génocide de femmes sous coupe de sorcières. Les femmes, pour juste pouvoir vivre, ne riaient pas trop fort, et qu'il y a aussi tout ça à débroussailler, quoi, et à se libérer, et que cette conscience-là n'est pas forcément présente. On ne se rend pas compte. Non. Mon histoire me dépasse. Je me rends compte aussi que nous portons en nous, sur nos épaules, la vie vécue de toutes les femmes avant nous. Cela va bien au-delà de son histoire personnelle. C'est notre histoire commune qui compte le plus et qui est à prendre en compte et en main. Retrouver son instinct. À l'époque où je suis tombée malade, ça a été une grosse maladie, c'était un cancer. Donc j'avais 31 ans. Évidemment pas d'enfant, mais bon, les médecins m'ont fait comprendre qu'ils étaient désolés, mais que la seule solution pour me guérir, c'était de m'enlever l'utérus. J'avais un cancer avancé et qu'il fallait que je me fasse opérer en urgence. Et ça résonnait très bizarrement dans ma tête. Je n'arrivais pas à être paniquée. C'est-à-dire que j'ai quand même choisi d'annuler la date d'opération qui avait été déjà prise pour aller en Centrafrique. Parce que j'ai découvert, en regardant les informations sur les pygmées, il y avait marqué partout en fait, que les pygmées, dans toute l'Afrique, ils sont reconnus pour leur connaissance extraordinaire de la pharmacopée traditionnelle. Les grands guérisseurs, voilà, par les plantes. Et je me suis dit, c'est ça que je vais essayer. Je décide d'aller donc à Bayanga, qui est une zone frontalière avec le Cameroun, où il y a des pygmées. Mais voilà, c'est un parc national immense et j'ai une semaine pour trouver le pygmée, on va dire, qui va me guérir. Ce qui est complètement dingue. Quand j'y repense, vraiment, c'était complètement fou comme projet. Et alors j'y vais. Je suis avec un chauffeur, un 4x4, donc j'ai ce qu'il faut comme logistique. Et on tourne dans le parc chaque jour. Mais au bout de 3 jours, je trouve pas le campement pygmée que je veux. 4e jour, on fait toute la journée pareil dans le parc national, on tourne. On arrive à la fin de la journée, rien. Et j'ai dit à René, on laisse tomber. Et sur ce, on avait tellement tourné qu'on s'était perdu. Et René, il s'arrête au bord de la route pour demander à un vieux pygmée notre chemin de retour. Et le vieux s'approche de la voiture. Et là, ça a résonné. Tout de suite, je lui ai demandé, mais est-ce que ça serait possible de passer la nuit chez vous? Et il m'a dit oui. Si tu veux, oui. En fait, c'était un chaman, le vieux. Il a demandé à tous les pygmées de faire des chants le soir même. Et donc, je me suis retrouvée dans l'obscurité la plus complète, complètement enveloppée par ces chants.
Et ce n'est que le lendemain, quand on est parti en forêt, donc il y avait une partie de chasse et de cueillette, comme ils appellent ça. Et je lui ai dit que j'étais malade, très malade. Et je lui ai dit non, alors j'avais commencé à pleurer et tout. Et je me rappelle très bien, il m'a regardé et puis il m'a dit mais pleure pas, mais ça va aller, on connaît le remède pour te guérir. Et la nuit, il est revenu. Et il a ramené des écorces d'arbres. Voilà. Et avec ça, je me suis guérie. I'm a witch. That's I can cast spells, that I can chit-chat with the dead. I once went underground, but it seems I was bound to come back for another round. To start again with my girls, to awaken our sight with a goal. To learn the ancient knowledge, to unite our powers, we pledge. Qu'est-ce que tu trouves en toi pour rebondir devant la difficulté et l'impossible? Allez, aujourd'hui, je suis tentée de dire quelque chose et j'espère que je serai toujours tentée de répondre ça, c'est l'instinct. C'est l'instinct. La science, elle explique beaucoup de choses, mais elle explique pas encore à notre ère certaines choses. Comme avant, vous voyez, l'éclipse, on avait peur et tout, mais finalement, la science, elle a expliqué. Donc, il y a des choses peut-être qui existent en nous. On a peut-être un pouvoir en nous, je ne dis pas un pouvoir surnaturel, un pouvoir réel qu'on pourrait avoir en nous, qui n'est pas encore découverte ou qui n'est pas encore... qui a été tue, qui a été écrasée. Donc peut-être que l'instinct est une forme d'intelligence ou une forme de sens qu'on a. Donc j'espère répandre toujours l'instinct et j'espère que je me battrai assez fort pour le suivre. C'est pas évident. Je crois que j'ai tellement été loin dans mon obscurité que j'en pouvais plus et qu'à un moment, la vie m'a dit ça suffit. Et là, je me suis rendu compte du puzzle. Tout a pris sens. À partir du moment où tu t'es dit ça suffit. Où la vie m'a présenté une autre alternative. Et que tu as écouté. Et que j'ai écouté parce que j'en pouvais plus. En fait, j'ai toujours été sur mon chemin. Mais sauf que je le savais pas. Et parfois, c'était très souffrant. Je veux qu'on m'aime. Aimez-moi à tout prix, à n'importe quel prix pourvu que je m'oublie. Et puis tu m'aimeras, et puis je foutrai tout en l'air, surtout moi. Parce que dans mes veines coule la honte. J'ai 16 ans et je me sens sale. Le meilleur ami de mon père m'a estimé à 1000 balles. Il m'a vu naître, je le verrai jouir. Son nom c'est Amar, je largue les miennes. Je dérive, je navigue de bras en bras, de drogue douce en drogue dure. Je me perds. J'ai cessé de me définir par les épreuves que j'ai traversées. Enfin, les épreuves. Par ce que j'ai traversé. Ça ne me définit pas. Et donc, qu'est-ce qui les difficultés et les accidents de ma vie ne me définissent pas. Voilà. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que je n'étais pas un abus, je n'étais pas la violence, je n'étais pas tout ça, eh bien, ça m'a sauvé, ça m'a fait grandir. Comme la plupart des femmes que je rencontre aujourd'hui, quand on est des guerrières, mais dans le bon sens du terme, quand on est des résilientes, quand on a vécu... Moi, ce qui est dingue, c'est que je suis entourée de beaucoup d'amies merveilleuses et que dès qu'on creuse un peu, dès qu'on discute un peu de nos passés, en fait, on est toutes des résilientes, quoi. On a toutes été fracassées, on a toutes vécu l'enfer, on s'est toutes relevées et c'est tellement plus passionnant. C'est l'image du kinzuki, en fait. Je sais pas si tu connais, c'est un art japonais. En fait, quand une faïence ou une porcelaine est cassée, on le répare avec de la laque en or. Et la faïence et la porcelaine, en tout cas l'objet, on devient encore plus beau. Et je trouve que c'est une image merveilleuse pour la résilience. C'est-à-dire que tu peux avoir été abîmé, fracturé, cassé, dénié, mais tu te répares. Quand tu te répares, bah, putain, t'es encore plus belle, quoi.
Très souvent, c'est la femme qui éduque, c'est la mère qui éduque. Et très souvent, et malheureusement, la mère, inconsciemment ou consciemment, reproduit le même schéma avec lequel elle a été éduquée elle-même. Et même si elle en a souffert, quelque part, elle a des fois tellement peur pour ses enfants, elle a envie que ses enfants s'intègrent dans la société de manière vraiment inconsciente, peut-être, qu'elle va reproduire les mêmes mécanismes qui l'ont soumise, elle, et reproduire ça avec ses enfants. Donc, la femme, pour moi, elle a une responsabilité énorme dans le fait de se libérer. C'est quoi être une femme pour toi? Oh là là, quelle question difficile. Je peux pas te répondre parce que être une femme à mon époque avant, c'était complètement différent de ce que c'est une femme maintenant. C'était comment avant? Pardon? C'était comment avant? C'était la femme avec sa vraie féminité qui... comment dirais-je, qui maternait son mari, ses enfants, qui s'occupait, enfin, c'est une vraie femme, tu vois, et puis qui était très féminine, coquette, qui n'avait pas de rôle d'homme, mais enfin, il y avait la femme et l'homme. C'est ma fille qui m'a donné le courage d'être moi. J'avance et j'apprends en même temps qu'elle. Une femme, c'est celle qui donne la vie, celle qui donne le côté tendre, celle qui donne la force mentale aussi. Une femme, c'est une déesse. Une femme, c'est une guerrière. Une femme, c'est un exemple. Pour qui? Pour tout le monde, même pour les hommes. Je sais pas à quel point les hommes ont eu peur du pouvoir des femmes, justement. Et donc on a été quand même conditionnés depuis 5000 ans pour être vraiment au service, pour être soumise. Et moi, je suis la première à avoir été très très soumise. Et donc je découvre tout doucement ce que c'est. Donc, je ne peux pas en parler encore complètement, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de puissance et de force et de choses à faire. Vraiment la porteuse de la vision, je crois. Alors une femme, c'est énorme d'être femme. J'adore être une femme. J'adore parce qu'une femme, on a une force qui est incroyable, on ne s'en rend même pas compte. Une femme, c'est la force, la sensibilité, la générosité, la vie, quoi, tout simplement. La femme, c'est tellement de choses, la femme. Le feu. On parle du feu sacré, le chakra sacré, la sexualité. Mais le chakra sacré, ça porte bien son nom. C'est le feu de la vie, la joie, la danse, ça part de là. Le mouvement. Ça, la femme. Le mouvement. Tout le temps. At night, it's time for the trance. Naked, under the moon we dance in the woods. Far from toxicity, we're one with nature, my secret fully. Taking our energy, our vow to protect Mother Earth. Everybody, everywhere, hear me. Revolution is an emergency. When we get back to creation, we go deep. We unleash magic, glitter and gold, music, words, colors, lights, songs and hearts. Our tools to share a vision, reveal our truth. Ask questions, more than a game, we are legend. We challenge reality and perception.
femme, c'est la puissance. Mais c'est aussi ce qui a été le plus bafoué. Et là, j'ai commencé à voir les chiffres dont personne ne parlait à l'époque, c'était en 2011, et qui étaient que, en fait, grosso merdo, une femme sur deux est violée au cours de sa vie. Donc là, j'ai halluciné du silence du monde, j'ai halluciné de ce fléau. Là, nous, on se bataille contre tout ça. Enfin, il y a beaucoup d'associations qui se montent. La parole se libère. Bon, ça, c'est une chose que la parole se libère, mais ailleurs dans le monde, c'est toujours pareil. Il faut en parler, des violences faites aux femmes. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner, à plonger là-dedans. Et à découvrir que tout ça a été des conséquences d'une société patriarcale. Et j'ai réalisé qu'en fait, ça faisait des années que j'étais misogyne. Tu vois, que j'avais toujours cru que j'étais un garçon manqué, que les filles... la preuve est que les filles, c'est forcément nul, puisque 90% des plaques de rue sont consacrées aux grands hommes, que toutes les statues à Paris, ce sont des statues à l'effigie des grands hommes. Les femmes, elles sont juste là pour faire joli, à poil comme des nymphes. Qui change le monde? Les hommes. Making the rules, crossing a few lines over time. I hear them lying, nothing there to hide. You and I. Moi, je me rends compte de temps en temps à avoir des réflexes très misogyne, j'allais dire, même si je suis une femme, dans le sens où, de temps en temps, je regarde une femme, je vois sa façon de s'habiller, je la juge, ou je la préjuge de ce qu'elle peut être comme personne. Si je suis dans un bus et que j'entends les femmes rire à haute voix, qu'est-ce qui fait que cette personne rit aussi fort et tout? C'est des mécanismes qu'on nous a tellement inculqués, qu'on a beau se battre pour la liberté des femmes et tout, on a des réflexes comme ça. Donc il faut savoir se battre avec ses propres réflexes au quotidien, et ça, c'est pas évident. Comment dire? C'est un processus, c'est une évolution permanente, c'est une déconstruction permanente, et c'est plein de surprises, plein de problèmes que j'avais pas avant, que je découvre maintenant. Comme quoi? Je me fais draguer, ça arrivait pas avant. Quand j'étais en boy mode dans la rue, ça arrivait pas avant. Maintenant, on vient m'interrompre alors que je suis en train de faire des trucs pour me parler, pour me demander mon avis sur des choses, pour savoir si j'ai pas envie de prendre un verre. Plein d'autres trucs plus subtils. On me coupe vachement plus la parole, par exemple. Les gens ont tendance à vouloir m'expliquer beaucoup plus de trucs et partir du principe que je comprends beaucoup moins de choses que genre, non, en vrai, ça va, c'est pas hyper compliqué, je m'en sors très bien, merci. J'ai vraiment souhaité que mes filles soient indépendantes, autonomes, qu'elles pensent par elles-mêmes. Zeyna a un tempérament très fort. Je pense que ma mère, elle m'a vraiment transmis ce rage d'exister, cette envie en fait de parler fort, de me faire entendre, de m'imposer et de montrer que je suis là et que j'existe et que j'ai ma place en fait. Donc avec mes filles, la parole, elle est au centre de tout. Et il faut d'abord changer le langage pour changer la pensée, les droits de l'homme.
Oui, alors c'est l'homme avec un grand H au sens large du terme, etc. Ok, d'accord, ça c'est du blabla. Mais pourquoi les droits de l'homme, les droits humains dans ce cas-là? On reformule. Tu décris une assemblée où il y aurait 40 femmes et un homme. Tu diras, tu écriras, ils sont tous là. C'est dingue. Ça changera pas, c'est ce qu'ils nous disent tous. Je baisse pas les yeux, les bras, qu'ils aillent se faire foutre. C'est quoi être une femme pour toi? La galère, je me sens. Oula, c'est quoi être une femme? Reprendre ses droits. En fait, une femme, c'est juste quelqu'un qui se bat tout le temps. Vraiment, je pense qu'on passe tout notre temps à faire ça. Ouais, quelqu'un qui se bat et qui part avec un désavantage. Lequel? Bah, franchement, celui d'être une femme, ça suffit. Hein. Juste le fait d'être le sexe faible, d'être... de pas être reconnu, en fait, d'être inférieur à l'autre moitié de la population. C'est comme ça que tu te sens? Pas tous les jours, mais franchement, que ce soit quand je regarde la télé, quand je marche dans la rue, que ce soit au travail, à l'école, dans le sport, il y a toujours ce truc de « Ah oui, t'es une meuf. T'es une meuf. » Alors, on te rappelle bien que c'est une meuf. Un mec, on va pas lui rappeler que c'est un mec. Moi, on me rappelle que je suis une meuf. De toute façon, c'est par la loi qu'on y arrive et c'est par les changements comme ça. C'est comme la parité où on disait ben non, la parité, il faut que ce soit une histoire de compétence et il n'y a pas de raison de mettre une femme. Eh ben, si. Parce que plus on verra des femmes et depuis plus longtemps, et plus ça paraîtra naturel, comme le mariage homosexuel, maintenant que c'est acté en France, dans 20 ans, les enfants, les enfants de nos enfants ne se poseront plus la question de savoir si de femmes, de hommes, ce sera normal. Et c'est parce qu'on aura fait passer une loi. Solidarité avec les femmes du monde entier. Je pense que malheureusement, là, en regardant la situation politique dans le monde, il y a clairement quelque chose qui va péter à un moment ou à un autre. Et je pense que ce sera une bonne occasion pour remettre les femmes à leur bonne place dans la société et pouvoir se débarrasser un peu des centaines d'années de misogynie systémique qu'on se fait imposer et qui continue tous les jours, quoi, et qui nuisent à tout le monde. Marianne en a plein le cul, la France en a plein le zen, le sentiment d'avoir vaincu. J'ai survécu à la vingtaine. C'est vrai qu'il y a peu d'histoires sur le mouvement des femmes, mais qu'en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Il y a la lutte pour le... On l'apprend qu'en une phrase en disant qu'elles étaient élémentaires. ridicules. Regardez, c'est pas ridicule, je trouve que c'est magnifique. C'est Excitées, hystériques. comme si leur discours n'avait pas de sens, comme si elles n'étaient entendues à l'époque par personne. Elles étaient des milliers à défiler dans les rues et elles se sont battues d'une façon... Enfin, nous paraissons très timides à côté de tout ce qu'elles ont fait. Elles ont été mises en prison, elles ont fait la grève de la faim, on les a gavées de force. Enfin, c'était des luttes très violentes et tragiques. Il y en a qui sont mortes dans ces luttes. Je trouve que c'est important de savoir que nous avons ça dans notre passé. Beaucoup de femmes ignorent qu'elles ont une histoire. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant.
fait, être féministe, ça devrait même pas exister. Et c'est ça qui est complètement dingue. Et tout de suite, on dit, ouais, mais les féministes, elles sont agressives, c'est des hystériques, fameuses hystériques qui n'existent pas. Alors qu'en fait, on est tellement complémentaires. Et on devrait tellement apprendre cette complémentarité, l'homme et la femme. Voilà. Le féminisme, pour moi, c'est un combat humaniste. De la même manière que le racisme n'appartient pas seulement aux Noirs, aux Arabes, aux gens discriminés. Il appartient à l'humanité entière. L'antisémitisme n'appartient pas aux Juifs. C'est un combat humaniste. Et de la même manière, le féminisme, c'est juste demander à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Et donc les hommes devraient s'investir dans ce combat-là aussi. La question, elle se pose plus, en fait. 22 ans de vie commune, mais aussi avec un homme qui a une... en tout cas, compréhension de la femme, tu vois, qui a cette intelligence, qui a cette sensibilité, qui va t'écouter. C'est vachement important d'écouter l'autre. C'est très important d'écouter. On est d'accord. Voilà, c'est très important de dialoguer. Et des fois, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de pourquoi t'es comme ci, pourquoi t'es comme ça. Toi, tu te remets en question. C'est aussi important de se remettre en question, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, il y a enfin, tu vois, c'est un mec d'égalité, donc il n'y a pas de... Et ça veut pas dire qu'il va mettre de côté le fait d'être un mec. Enfin, je comprends complètement ce que tu veux dire. Oui, voilà, maintenant, d'expliquer c'est quoi un mec, c'est pas un macho, c'est un mec qui a une sensibilité, c'est quelqu'un qui a de la générosité et puis qui a compris aussi ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que c'est pas simplement, ouais, c'est bon, ça va, ok, t'as vécu un truc, maintenant, faut que tu te relèves. Non, il y a tout un travail, c'est pas évident. Tu t'apprivoises quand tu rencontres quelqu'un, et quel que soit ce que tu as vécu. J'ai besoin d'un peu d'espace pour pouvoir expérimenter, m'adapter et trouver vraiment genre la femme que je veux être. Et ouais, c'est vraiment pas si important ce genre de limite, ouais, qu'on se classe, genre les mecs, les meufs et tout, c'est genre... Non, c'est vachement plus perméable de l'un à l'autre que ce qu'on veut bien dire. Et genre, il suffit qu'on décide, quoi. Il suffit qu'on décide que genre, non, les gens trans, c'est pas grave. Et les gens non-binaires, c'est pas grave. Et genre, il n'y a pas lieu d'avoir autant de débats là-dessus. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai. Le masculin a comme valeur la compétition, le féminin a comme valeur la collaboration. Donc si on allait un peu plus sur des valeurs féminines, si on les équilibre un peu plus, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toutes les valeurs masculines. Et voilà, encore une fois, je pense que tout est équilibre et c'est ça qu'on doit retrouver. Et que tout le monde doit un petit peu revaloriser son féminin, les hommes comme les femmes, la société, l'économie, tout. Voilà. Et ça concerne tout le monde. Et je pense que les femmes ne sont pas moins coupables aussi, et pas moins responsables. Voilà, on va pas parler de culpabilité, elles sont déjà suffisamment culpabilisées, mais en tout cas, elles ont aussi leur part de responsabilité. En effet, les femmes, elles sont les premières victimes, mais il y a aussi des garçons qui ont vécu des trucs terribles et qui ont du mal à se relever et qui deviennent totalement handicapés vis-à-vis des nanas, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de plein de choses. Je pensais que la force et la puissance étaient masculines. C'est ce qu'on avait voulu me faire croire. Donc je cherchais par
tous les moyens, je crois, à exprimer ma masculinité. J'avais oublié. J'ai retrouvé la mémoire. À quel point la femme est puissante. Il y a quand même l'histoire du le rite de passage, le rituel de passage à l'âge adulte. Et en fait, moi je l'ai fait il n'y a pas très longtemps en faisant une loge de la lune avec une grand-mère canadienne, Bhakti. Et c'est vraiment un rite de passage pour savoir ce que c'est que d'être une femme. Et pour ça, c'est de refaire son histoire aussi. Toutes les images de la femme dans ta famille. Comment tu as pu percevoir ou comment les autres percevaient les femmes dans ta famille. Donc refaire tout le chemin et puis faire ce rituel de passage où tu regardes ton histoire, tu peux pleurer ton histoire, et puis tu l'acceptes, tu la prends comme ça dans tes bras. Et après, tu peux être une femme en comprenant que c'est vraiment... je crois que pour les femmes aujourd'hui, le gros challenge, c'est donner et recevoir. L'équilibre des deux. Voilà. On n'a pas appris à recevoir. Dans tous les moments où je me suis sentie perdue, abandonnée, même dans ces moments-là, il y a quelque chose qui me tenait et qui me faisait avancer. Et cette chose-là, aujourd'hui, je l'appelle la foi. On peut l'appeler la vie aussi. L'amour. L'amour. C'est ce que je me suis tatoué. Love will always fucking win. L'amour. Moi, je me sens aimée quand je ne me sens pas jugée. Avec les amis, avec les hommes, mes enfants. Je sens de l'amour dès qu'on ne me juge pas. C'est l'échange. Comme l'univers est bien foutu, en fait, quand on donne, on reçoit. C'est comme ça, c'est la loi universelle. Et puis, pour moi, c'est le contraire de la peur. C'est la peur qui nous empêche d'être ce qu'on est, d'avancer, d'oser, de dire les choses. Je crois qu'en plus, en ce moment, on est dans une époque teintée d'un cynisme absolu, d'une trouille absolue de l'avenir, de l'autre, de l'étranger, du lendemain, qu'à un moment donné, c'est revenir au centre, donner plus d'amour à chaque fois. Je crois que depuis toujours, pour moi, enfin pour beaucoup de nous, c'était l'amour marchandage. Il fallait être gentil pour être aimé, il fallait faire pour être aimé, il faut être joli pour être aimé, faut faire plein de trucs pour être aimé, ce qu'on appelle l'amour marchandage. Et je suis en train d'apprendre ce que c'est que l'amour. Et en fait, c'est juste... c'est un élan, l'amour. C'est juste être. Et je pense qu'il y a de l'amour partout et que tout le monde en donne. Et pas forcément sous les formes qu'on attend. En fait, on peut ne plus se limiter à juste cette espèce de définition classique de je l'aime, il m'aime, et voilà, on est là, on s'aime. Je pense que c'est plus que ça maintenant. L'amour, c'est imprévisible, inattendu. Donc l'amour, c'est invisible. Ça réunit les gens. Ça nous fait grandir beaucoup. L'amour nous fait grandir. À son tour, ma fille me demande. C'est quoi l'amour pour toi? C'est profondément aimer. Tout ce qui fait que nos cellules sont en vie. Donc c'est profiter d'un bruit de vent dans les arbres, sur la mer. C'est se nourrir de sons, de chansons, de laisser son corps s'exprimer, danser, regarder
les gens et être émus, touchés, heureux d'un sourire, d'un éclat dans l'œil. C'est être là du mieux qu'on peut, les uns pour les autres. C'est vouloir être le meilleur de soi-même et pas être le meilleur du monde. C'est être ému à chaque fois que je regarde ma fille et aimer la voir grandir libre. Voilà, c'est tout ça l'amour. Et c'est quoi l'amour pour toi? L'amour, ah mais c'était le sens de ma vie en fait. C'était une force intérieure. Parce que quand j'ai perdu Grégory, j'ai tout intériorisé, mais des grandes forces intérieures. Voilà, les mauvaises choses, j'ai oublié, je les éliminais. C'est un fonctionnement que je n'ai pas fabriqué consciemment, qui s'est fait comme ça. Je ne connaîtrai jamais vraiment l'histoire de ma famille. Mais aujourd'hui, je me connais. Moi. Grâce à toutes les histoires de toutes ces femmes qui ont traversé le temps et qui font qui nous sommes aujourd'hui. Briser le silence. Alors aujourd'hui, je ris et je parle fort. Zélie, mon arrière-grand-mère. J'ai donné son prénom à ma fille, car tout ce dont je me souviens d'elle, c'est son empreinte d'amour. En chacune de nous, il y a un petit bout de toutes. L'enfermement, la maltraitance, l'autodestruction, notre propre misogynie, tous ces poids et toutes ces chaînes qui nous tiennent depuis des milliers d'années, desquelles il faut nous défaire. Transformer, utiliser cette mémoire pour faire grandir notre cœur et faire taire nos peurs. Au fait, maman, je t'aime. Will